Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne TV pour une nouvelle émission en direct de ce 53e Salon de l'Agriculture. Une émission consacrée aujourd'hui à l'économie circulaire et aux agriculteurs. Et si les agriculteurs devenaient les champions du recyclage? En tout cas, on va en débattre en compagnie de mes invités aujourd'hui. Gilles Poitvin, bonjour. Vous êtes directeur de Sauvea. Alors c'est la société de valorisation des emballages, des engrais et des amendements. Et vous nous expliquerez tout à l'heure justement quel est le but et l'histoire de cette société. En face de vous, on reçoit Bernard Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Comité français des plastiques agricoles. Et en face de vous, nous avons Thierry Lambert, éleveur de porcs dans le Maine-et-Loire, c'est bien ça? Oui, bonjour. Porcs et céréales. Parlez-nous de votre exploitation un petit peu. Nous avons un élevage de 220 truies naisseurs-engraisseurs et 105 hectares de céréales que nous valorisons sur l'élevage de porcs. Il va nous rejoindre normalement sur ce plateau Emmanuel Rouille, directeur qualité du groupe Fraissinet. Là aussi, si vous voulez réagir à l'émission, pour ça c'est très très simple. Vous avez nos réseaux sociaux, notre site internet www.campagnetv.com, évidemment le réseau Facebook ou le hashtag en direct 2. Alors justement, on parle d'économie circulaire en agriculture. Comment on peut valoriser tous les déchets, que ce soit en amont ou en aval de l'exploitation? Alors Gilles Poitvin, est-ce que aujourd'hui c'est une démarche qui est engagée en agriculture? Alors notre industrie, nous représentons une cinquantaine d'entreprises qui sont présentes dans les territoires avec des emplois sur une centaine de sites industriels. Et nos entreprises ont toujours eu, depuis très longtemps, le réflexe de l'économie circulaire, puisque nous valorisons, nous utilisons des matières premières qui proviennent ou bien des mines, ou bien de la chimie, ou bien effectivement du recyclage. Et ça dure depuis plus de 100 ans déjà. Et ça, c'est au titre de Sauvea ou c'est au titre Alors, de l'UNIFA? Sauvea, c'est une initiative un peu plus récente, puisque depuis 7 ans, nous avons monté cette société, cette filiale de l'UNIFA, qui regroupe plus de 130 contributeurs, éco-contributeurs, comme on les appelle, et qui a pour but d'aider l'ensemble de la filière, les distributeurs et les agriculteurs, à collecter et à recycler leurs emballages vides tout au long de l'année. Alors concrètement, vous collectez, c'est vous qui organisez la logistique de la collecte? Alors, on collecte effectivement les fonds, puisque ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et nous avons un partenaire qui s'appelle Adivalor, qui organise les collectes pour toutes les filières de l'agriculture, depuis les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences, l'alimentation animale, etc. On a, juste pour ça, pour avoir une idée en tout cas de ce que ça coûte aujourd'hui, pour quel volume traiter? Alors le coût effectivement de cette collecte, le Sauvea a un chiffre d'affaires d'à peu près 2 300 000 euros chaque année, donc qui est collecté auprès des éco-contributeurs, des entreprises qui fabriquent ou qui conditionnent des engrais. Et ça permet de collecter et de recycler plus de 8000 tonnes chaque année de plastique. En cumulé depuis 2007, on arrive à plus de 50 000 tonnes de plastique qui sont intégralement recyclés, puisque ces dernières années, nous avons fait un effort particulier pour que tous ces plastiques qui sont recyclés ne soient pas incinérés ou ne soient pas envoyés dans d'autres pays, mais qui soient vraiment recyclés sur place en Europe. Et en 2015, on est arrivé à 100% de recyclage. Ah oui, donc c'est un chiffre qui est assez impressionnant. C'est le principe du producteur, recycleur, c'est un peu ça? Producteur-recycleur, effectivement, on a des circuits plus ou moins longs après pour le recyclage, la réutilisation des plastiques. En ce qui concerne les plastiques qui proviennent de la collecte des emballages d'engrais, ils sont recyclés pour beaucoup dans des pièces pour le bâtiment, par exemple, enfin, fabriquer des tubes, etc. Et mais c'est entièrement fait en Europe, puisqu'on a des recycleurs en France, en Italie, en Pologne. Regarde ce que vous nous dites, ce qui est intéressant en tout cas dans la démarche, c'est que finalement c'est une initiative qui a été volontaire, initiée par les agriculteurs eux-mêmes et pas décidée, j'allais dire, par l'État. Voilà, on a l'habitude de dire effectivement, et c'est un peu notre métier, de dire qu'il y a trop de réglementation. Donc là on a dit on ne veut pas de réglementation, on veut vraiment démarrer une action, prendre une initiative d'une action volontaire et essayer de fédérer un maximum d'entreprises, aussi bien au niveau de la production des engrais que de la distribution, que des agriculteurs eux-mêmes, qui ont effectivement à leur disposition des sites de collecte de ces emballages vides près de chez eux. Il y en a plus de 4500 en France, et pour rapporter ces emballages, un peu comme on ferait dans une déchetterie quand on est un particulier. Et est-ce que ça va jusqu'à maintenant aussi, j'allais dire, interagir avec les producteurs pour pouvoir là aussi leur conseiller, j'allais dire, un éco-emballage dès l'origine?
l'éco-conception, effectivement, elle est importante. On joue à la marge, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques actions dans ce domaine-là. On avait un problème au départ qui était, il y a une agrafe métallique qui était fixée sur le sommet des big bags pour les fermer, pour empêcher l'humidité d'entrer. Et effectivement, on a remplacé progressivement cette agrafe métallique par une agrafe en plastique pour avoir un matériau qui soit le plus recyclable possible. Alors justement, je vais me tourner avec le directeur général vert, le directeur général Bernard Lemoine, donc du Comité français des plastiques agricoles. Là aussi, l'éco-conception dès l'origine justement des produits plastiques, ça vous parle ? Alors, ça nous parle d'autant plus que les fabricants de plastique pour l'agriculture, que ce soit les fabricants de films, les fabricants de ficelles ou les fabricants de filets pour l'essentiel, ont dès l'origine, dès le début, travaillé pour adapter les produits et leurs caractéristiques, utiliser le moins de matériaux possible pour arriver à un résultat donné. Mais assez curieusement, il se trouve que la filière de récupération des films agricoles usagés est une filière qui est très coûteuse et on rentre dans une nouvelle définition de l'éco-conception. C'est-à-dire que nous étions jusqu'à présent à une définition où on met moins de matériaux au sol. Oui. Aujourd'hui, on se dit, faudrait-il pas mettre un peu plus de matériaux pour que les produits soient moins souillés quand on les retire? Parce que c'est cette souillure qui nous pose un problème. Quand on met 300 kilos dans un hectare, on en récolte souvent 1 tonne ou 1 tonne 2. Et c'est cette souillure qui est coûteuse, c'est cette souillure qui est difficile pour les recycleurs à enlever. Et l'éco-conception dans ce cas-là, ça passe plutôt par une augmentation des épaisseurs qui permet une amélioration des conditions de recyclage. Justement, est-ce qu'on peut imaginer du coup un produit éco-construit, éco-conçu à la base qui peut être recyclable à l'infini avec 100% de recyclabilité finalement? Je suis très sensible à ce que vous dites parce que justement, au Comité français des plastiques en agriculture, on considère que déjà dès l'utilisation des produits, on réduit l'impact environnemental de la production agricole. Comment? Tout simplement parce qu'on utilise moins d'intrants, moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'eau, moins d'énergie pour un résultat meilleur et amélioré. C'est-à-dire on consomme moins pour produire plus. En revanche, les produits qui sont collectés sont effectivement recyclés à 98%. Et savez-vous que dans les plastiques agricoles usagés, nous collectons chaque année près de 65 000 tonnes, ce qui représente 73% du gisement. Et 98% de ce gisement est effectivement recyclé matière et réutilisé dans un grand nombre d'applications. Alors comment vous travaillez justement avec vos partenaires ou avec la recherche pour pouvoir justement développer ces produits ? Alors, nous fonctionnons, comme le disait Gilles tout à l'heure, tout à fait dans la responsabilité élargie aux producteurs et dans la conception française de cette responsabilité élargie aux producteurs. Et cette conception française, c'est une responsabilité partagée entre tous les acteurs économiques qui interviennent sur nos plastiques, à commencer par les utilisateurs, les distributeurs qui se chargent bien souvent de la collecte. 85% des sites de collecte sont gérés par les coopératives et les négoces. Et les fabricants, les metteurs en marché qui supportent les frais liés à l'élimination proprement dite des produits. Donc nous sommes dans un cercle qui est tout à fait exemplaire au niveau européen et peut-être même mondial. On sert de référence et on peut dire sans forfanterie aucune que la ferme France est propre et sert d'exemple à l'étranger. Pour le reste, nous sommes exactement dans le même schéma que nos collègues des engrais qui sont nos anciens puisqu'ils ont débuté ça avant nous. Nous percevons une éco-contribution de la part de nos clients que nous utilisons pour financer les opérations de collecte qui sont gérées d'un point de vue opérationnel par Adivalor, éco-organisme qui est spécialisé dans les produits agricoles. Et comment on réussit à convaincre justement les agriculteurs, ceux qui sont sur le terrain au quotidien, justement, d'utiliser ces produits plastiques ? C'est vrai que les démarrages de filières sont toujours un peu compliqués parce qu'on cherche absolument, et c'est tout à fait l'exemple français, on cherche absolument à obtenir le consensus. Et il faut savoir que quand nos produits sont collectés pour certaines catégories à plus de 85 ou 90%, ça veut dire qu'ils répondent véritablement aux attentes des agriculteurs. Donc vous savez, un agriculteur, il cherchera toujours la meilleure solution. S'il n'a pas de solution, il la trouvera lui-même. Ça ne sera pas forcément la meilleure solution, mais il trouvera la solution. À partir du moment où on lui apporte
la solution, il sera plutôt tenté de l'utiliser. Or, avec les filières Adivalor, on a un système logistique et opérationnel qui est extrêmement performant et qui est très efficace. Et à ce moment-là, le consensus, quand on a une réalité comme ça, est beaucoup plus facile à obtenir. Ben, je vais me retourner vers l'agriculteur présent sur ce plateau, Thierry Lambert. Donc je rappelle que vous êtes éleveur de porc en Maine-et-Loire. Vous utilisez les produits plastiques recyclables? Oui. Et ça fait 20 ans qu'on emmène nos plastiques, nos bâches plastiques à la coopérative quand il y a une collecte. Et depuis 5 ans, nous emmenons les sacs d'engrais. Enfin, les sacs d'engrais, c'est plus vieux. Mais maintenant, les ficelles aussi, les sacs de semences, les bidons de produits phytosanitaires. Et c'est vrai que c'est une organisation où tout le monde a mis la main à la pâte. Et maintenant, ça marche très bien. Et c'est tout à fait volontaire de la part des agriculteurs, quoi. Et justement, la logistique, parce que là aussi, il faut que ce soit pratique pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent justement s'approprier. Là aussi, ces démarches-là, il faut que ce soit pratique et concret. Ça veut dire que vous déposez, comme vous le dites, vous amenez tous vos déchets à la coopérative, parce que c'est le point central de collecte sur votre territoire, c'est ça? Oui, deux fois par an. Il y a une semaine où il y a de la collecte sur la plateforme de la coopérative. Donc on est prévenu déjà même une année à l'avance, parce que les dates sont fixées en début d'année pour les 2 collectes qui ont lieu, je crois, au mois de mai et au mois de septembre ou octobre. Et donc, au fur et à mesure qu'on utilise les produits, on met les déchets de côté, de préférence à l'abri pour qu'ils soient secs. Et après, quand c'est la semaine de collecte, on charge tout dans la remorque de la voiture et on emmène ça à la coopérative. Mais c'est vrai que ça nous demande un petit travail, hein, parce que il y a 30 ans, on brûlait tout ça et c'était pas écologique, mais c'était plus facile à gérer parce qu'on mettait tout dans le tas et puis il y avait juste à cramer une allumette et ça partait, quoi. Non, mais c'est important là aussi de le préciser. Thierry Lambert, est-ce qu'il y a d'autres actions d'économie circulaire que vous mettez en œuvre dans votre exploitation? C'est vrai que nous, par exemple, on valorise les déjections animales de nos animaux dans un cercle vertueux, puisqu'on utilise ces déjections pour nourrir les plantes, et après on utilise ces plantes pour nourrir les animaux. Donc, et ainsi de suite, on a un cycle vertueux permanent dans notre exploitation. Là aussi, Gilles Potvin, c'est très présent, hein, cette fertilisation, j'allais dire raisonnée, dans les exploitations agricoles. Là aussi, c'est une démarche qui est assez nouvelle ou qui est ancestrale finalement? Non, je crois qu'on a d'abord commencé par bien utiliser les effluents animaux, enfin de mieux en mieux en tout cas, parce que c'est quand même l'origine, effectivement, on parle d'engrais de ferme, on parle de fumier valorisé, etc. Et donc, tout ce qui est effluent organique originaire de la ferme ont préexisté aux engrais de synthèse ou aux engrais minéraux. Et puis, à aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les deux sont tout à fait complémentaires. Et que d'abord, c'est ce que vient d'expliquer Thierry, on utilise ce qui est disponible sur la ferme, c'est logique, et puis c'est tout simplement le plus économique. Et ensuite, on complète avec des engrais qu'on achète auprès de la coopérative, auprès des producteurs qui font effectivement cette transformation pour adapter les formulations aux besoins des plantes. Thierry Lambert, justement, sur votre exploitation, il y a aussi la notion de circuit court en économie circulaire. Je suppose que vous utilisez aussi les céréales qui sont produites sur l'exploitation, parce que vous nous disiez justement que vous aviez une exploitation en polyculture élevage pour justement nourrir les animaux et limiter justement l'impact sur l'environnement. Oui, on utilise en priorité les céréales que l'on produit sur l'exploitation, mais ce n'est pas suffisant, donc on achète le reste sur la plateforme de la coopérative à la récolte qui se trouve à 7-8 km. Donc globalement, on n'utilise que des céréales qui sont produites dans le canton, quoi. Et après, on achète les protéines dans un circuit un peu plus long. Même si on achète en priorité du tourteau de colza, on est obligé d'acheter un peu de tourteau de soja quand même, mais qui vient d'un peu plus loin, lui. Sur la fertilisation dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez besoin d'aide extérieure pour pouvoir doser et raisonner finalement la fertilisation issue justement des matières organiques aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions de ce côté-là. Et c'est vrai que même dans l'utilisation des engrais organiques, on a beaucoup évolué parce qu'à un moment donné, on épandait les engrais organiques, c'était plus pour vider la fosse que pour nourrir la plante. Et c'est vrai que maintenant, on travaille complètement différemment. On sait quand la plante en a besoin. Donc on utilise au mieux ces engrais organiques parce que c'est d'abord ce qui nous coûte le moins cher à utiliser. Et donc il faut prévoir les dates d'épandage un peu à l'avance. Et en fonction de la météo, on épand quand vraiment la plante peut utiliser au plus vite ces effluents d'élevage. Alors justement, on parle de fertilisation et de réutilisation, en tout cas des matières organiques. Et je salue l'arrivée sur ce plateau d'Emmanuel Rouy. Vous êtes directeur qualité du groupe Fraissinet. Bonjour. Bonjour, oui, merci, c'est ça. Directeur qualité et approvisionnement.
Il faut que vous précisiez à nos téléspectateurs ce que vous faites en fait, parce que le groupe Fraissinet, ça ne parle pas aux téléspectateurs. Pardonnez ce retard déjà, hein, pas de souci, vous inquiétez pas. Du transport parisien. Mais voilà, je voudrais préciser que Fraissinet est un fabricant de fertilisants organiques. Donc c'est le numéro 1 français de la fabrication des fertilisants organiques. Ce sont des engrais naturels fabriqués à partir de sous-produits issus de l'agriculture, ou de sous-produits végétaux ou animaux issus de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire. Ça veut dire que avec, par exemple, les matières organiques produites sur l'exploitation comme celle de Thierry Lambert qui est sur notre plateau, vous recréez oui, des fertilisants, c'est ça ? Alors la différence entre les produits des éleveurs en fait, et nos produits, c'est que nous les incorporons dans notre process, nous effectuons un compostage des recettes finalement, et nous transformons ces produits bruts en produits élaborés. Donc effectivement, nous apportons une valeur ajoutée à ces produits parce que les formes azotées changent et de ce fait, les formes azotées ont des libérations progressives dans le sol et peuvent ainsi régénérer le niveau de matière organique dans les sols et aussi stimuler l'activité biologique des sols. Hein, ça, c'est important. Elle change en fonction des cultures ou elle change en fonction des terroirs et des territoires ? Effectivement, c'est important. Pour les cultures, les marchés spécialisés, donc les cultures pérennes essentiellement, la viticulture, l'arboriculture, toutes ces cultures qui ont besoin d'un sol vivant, avec une activité biologique développée. Et donc il est important d'introduire des matières humifères, c'est-à-dire humigènes, qui sont précurseurs d'humus, ce que les produits bruts n'apportent pas nécessairement en l'état. Donc il y a un processus de transformation qui se fait lors du compostage que l'on réalise sur nos installations, selon des réglementations européennes assez lourdes, il faut le dire, parce qu'on introduit des sous-produits animaux. Les déjections animales porcines ou bovines sont des sous-produits animaux et sont régies à une réglementation assez sévère au niveau de l'Europe. Du coup, notre procédé hygiénise ces matières et permet une transformation, une dégradation de ces produits bruts en des matières qui sont bioassimilables par les plantes, mais progressivement. Elles ne sont pas captées immédiatement. C'est le réservoir des sols finalement qui est alimenté et qui fait justement, qui régénère cette typicité des terroirs dont vous parliez, pour que la plante puisse exprimer à tous les stades de son développement toutes ses qualités. Alors moi je me mets un peu dans la peau d'un agriculteur. Thierry Lambert, quand il réutilise sa fertilisation organique qui est produite et transformée sur son exploitation, il sait d'où viennent ces matières premières. Est-ce que là aussi, pour rassurer certains agriculteurs, vous avez une traçabilité sur l'origine de vos matières premières ? Effectivement, c'était l'objet de l'intervention et c'est pour ça que M. Poidevin de l'UNIFA nous a conviés à ce plateau. Parce que, effectivement, tous les fabricants de fertilisants organiques qui sont adhérents de l'UNIFA ont signé une charte qui engage les fabricants à respecter un cahier des charges et à garantir un niveau d'innocuité dans les matières qu'ils utilisent pour fabriquer leur engrais. Et ça permet à la fois donc, une garantie d'innocuité, mais aussi une garantie d'origine. On sait d'où ça vient, c'est important. Parce qu'on se refuse, et tous les adhérents de la charte UNIFA s'y engagent, à utiliser tout ce qui est résiduaire, tous les composts urbains, dont on ne peut pas garantir vraiment l'innocuité. C'est ça. Hein, là, je fais référence à toutes les inquiétudes sociétales qui tournent autour de ça, notamment autour des pesticides, des nanoparticules, des métaux lourds. Bon, ça, peut-être dans une moindre mesure, mais quand même, c'est présent, le risque est présent. Voilà, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux, tout ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans les résidus urbains et que l'on s'interdit au niveau de l'UNIFA en tant que fabricant d'engrais, signataire de la charte UNIFA. Gilles Poidevin, est-ce que ça a été difficile d'imposer ça ? Ça a été long en tout cas. On a l'habitude des discussions à l'UNIFA. Ça a été assez long effectivement de définir déjà la liste des matières premières qui sont utilisables pour ces produits chartés. Il a fallu ligne à ligne, je dirais, dire bon, celle-là on peut, il n'y a pas de risque, celle-là on ne maîtrise pas bien le risque, on ne peut pas la mettre sur une liste positive, etc. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, sur les étapes effectivement de garantie du process et de garantie de la traçabilité de ces matières premières, bon, ça a été là aussi un peu difficile parce que tout le monde le faisait un peu, mais il a fallu amener tous les fabricants à un moment donné
à un niveau de qualité qu'ils n'avaient pas tous jusqu'à ce moment-là. Et maintenant, on est effectivement en régime de croisière. On n'a pas accepté de nouvelles matières premières depuis quelques temps, parce qu'effectivement, on mesure le risque à chaque fois. Et on continue de progresser effectivement en termes de volume pour ces produits chartés. La charte est maintenant bien reconnue des distributeurs et des agriculteurs comme étant une garantie effectivement de matières premières, de traçabilité et de sécurité des produits. Alors justement, est-ce qu'il y a, j'allais dire, une notion d'autocontrôle de cette charte, ou est-ce qu'il y a une notion de contrôle direct, je ne sais pas? Non, on n'est pas entre nous. On a fait appel, effectivement, c'était une des conditions de la charte, une des conditions assez difficiles à faire accepter, c'était qu'il y ait un contrôle tiers, c'est-à-dire une contrôle par un organisme extérieur qui vient vérifier tout ce qu'on vient d'expliquer, les matières premières utilisées, le process, les contrôles de qualité à l'entrée et à la sortie de l'usine. Enfin voilà, on a fait appel à un organisme qui s'appelle Bureau Veritas et qui vient une fois par an chez chacun des adhérents sur chaque site de production pour vérifier que toute la charte est bien respectée. Emmanuel Rouille, sur ces contrôles. Oui, je voulais rebondir. Effectivement, il y a un organisme tierce partie qui est Bureau Veritas qui vient contrôler tous les ans tout ce procédé, toute cette sélection des matières premières pour que vraiment la signature de la charte UNIFA soit respectée. Soit respectée. Pardon. Mais les autocontrôles, oui, il y en a quand même. Nous-mêmes, nous avons un laboratoire intégré, un centre de recherche, avec une équipe de 7 personnes qui pratiquent des analyses systématiques, je dis bien systématiques, à chaque camion qui rentre, avec des technologies assez récentes de spectrophotométrie. C'est du proche infrarouge, où on peut avoir en quelques minutes un profil agronomique des camions qui rentrent et donc définir la qualité des produits entrants. Ça, oui. Et produits sortants, évidemment, un produit fini aussi. Thierry Lambert, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin sur l'économie circulaire sur une exploitation? Est-ce que peut-être en amont ou en aval de l'exploitation, il y a d'autres produits qu'on pourrait recycler? Je ne sais pas. Déjà, on va assez loin parce qu'on recycle aussi les déchets vétérinaires, on recycle aussi tout ce qu'on utilise pour les inséminations détruites. Et donc, c'est déjà beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple, nous, on a un petit conteneur de déchets pour la maison et on l'utilise pour l'exploitation aussi. Et à chaque fois qu'on le met au bord de la route, il n'est jamais plein, même en additionnant la maison et l'exploitation. Donc ça veut dire que tout le reste est recyclé, quoi. Gilles Poilevin, est-ce que le challenge finalement, c'est pas le volume plutôt que la diversification? Non, je crois que quand on a parlé tout à l'heure des fertilisants organiques, j'ai commencé à le mentionner. On a des données de plus en plus précises sur ce qu'il y a dans les fertilisants organiques. Et l'exemple de ce qui est fait chez Fraissinet en est un bon exemple. On peut continuer de détailler, de préciser encore ce qu'il y a dans les effluents organiques pour les utiliser de mieux en mieux et les utiliser de façon de plus en plus précise pour éviter effectivement les impacts environnementaux et faire en sorte que tout ce qu'on met au sol soit vraiment bien récupéré par la plante. Je me retourne vers vous, Bernard Lemoine. Est-ce que vous, le comité français des plastiques agricoles, vous pouvez aller plus loin aussi? C'est une longue marche. Nous avons fait, je dirais pas l'essentiel, mais une bonne partie de l'essentiel. Et il nous reste maintenant les produits qui sont un peu plus marginaux en termes de volume. Mais oui, il reste des lignes de produits sur lesquelles nous devons absolument trouver une solution pour les agriculteurs. Vous savez, notre responsabilité, elle est là. C'est que les agriculteurs puissent avoir à leur disposition la solution qui va bien pour les aider à mener leur exploitation. L'agriculteur, il est là pour produire, il n'est pas là pour gérer des déchets. Donc c'est à nous, professionnels, de nous mobiliser pour leur apporter ces solutions. Un dernier mot? Oui, alors, dans le cadre de l'économie circulaire, vous avez des personnes autour de cette table qui, chacune, à leur niveau, ont leur rôle à jouer dans ce cycle de la vie des produits. Et rien ne nous oppose. Ce n'est pas parce qu'un éleveur utilise ses propres produits bruts issus de l'élevage pour fertiliser ses prairies, ses pâturages, que nous n'avons pas notre rôle à jouer. Nous apportons une valeur ajoutée sur d'autres domaines. Fertiliser des pâturages avec des déjections animales, ça va très bien et il faut continuer à le faire. En autosuffisance, c'est bien. Mais pour des marchés spécialisés plus techniques, voilà, le rôle des fabricants de fertilisants organiques, c'est d'apporter vraiment le niveau, les formes azotées qui vont bien, à la culture qui va bien, sur le sol qui va bien. Dans l'idée de préserver les sols,
en ayant en tête que le sol ne doit pas être un exutoire poubelle pour toutes les matières de n'importe quelle aujourd'hui, hein, de n'importe quelle origine. Pardon. Donc c'est pour ça que la charte UNIFA est là pour protéger aussi les producteurs dans leur culture, dans leur façon de cultiver. C'est très important ça. Préserver les producteurs, préserver l'environnement et préserver leur outil de travail, parce que là aussi on est dans un environnement qui doit être durable. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci. Et nous on se Merci retrouve à vous. très très vite sur le plateau de Campagne TV, ici en plein cœur du salon. Mais d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Au revoir.